The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous, merci pour votre participation dans cette session. Nous allons commencer dans quelques secondes. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Je précise que les questions seront traitées à la fin de la session. Il faut s'assurer de les mettre dans la case questions qu'on peut voir dans le menu GoToWebinar. OK. Bon, on peut commencer. De nouveau, bonjour à tous. Je m'appelle Amin Asbini et je suis avec Kaspersky. Une petite présentation. Je suis alors chercheur en sécurité informatique à la base. Je suis avec l'équipe Global Research and Analysis Team avec Kaspersky. Et nous travaillons sur la chasse aux menaces principalement. Nous cherchons les nouvelles menaces, nous traquons les APT et nous essayons de protéger les clients des menaces avancées, des attaques. On fait des publications parfois aussi ou des webinars, des conférences, etc. Et voilà, c'est ce qu'on fait en fait dans l'équipe de Great, surtout, c'est la chasse au APT. Ça sera, ça fera partie de notre discussion aujourd'hui, surtout parce que les APT sont des menaces considérées les plus dangereuses et, avec le machine learning, on a des nouvelles méthodes qu'on peut utiliser pour essayer de surmonter les défis et ce type de menaces spécifiquement. Voilà. Pour l'agenda aujourd'hui, on va commencer avec une petite introduction pour l'IA, un peu concentré sur peut-être la cybersécurité après, mais voilà, on va commencer doucement. Et après, on attaque le contexte des APT, la chasse aux menaces, et comment est-ce que l'IA pourrait faire partie de cette discussion? Quelle IA, quel type de IA ou quelle sous-catégorie ou sous-ensemble de IA pourrait aider dans des cas comme ça? Et voilà, on va continuer avec une étude de cas que nous avons munie chez Kaspersky, pour trouver des nouvelles menaces. Et on va détailler la méthode, détailler comment on a eu les résultats, etc. Ok, bon, pour commencer avec l'IA, je vais commencer avec un peu d'introduction sur chez Kaspersky. Ça fait 20 ans qu'on utilise les algorithmes du machine learning, qui est un sous-ensemble de l'IA, dans les solutions. Ça aide à améliorer la détection des menaces, mais aussi à éviter les false positives, les fausses détections. Et on a plusieurs types d'algorithmes qui sont distribués dans nos produits, parfois chez le client, parfois dans le cloud. Et ça fait partie du travail que nous avons. On a une infrastructure aussi de machine learning qui fait beaucoup de ce travail, bien sûr. Euh, et voilà. On distingue nécessairement sous l'IA plusieurs types ou grands titres. L'IA générale,
qui est en théorie horizontale, qui a une compréhension de tout, mais voilà, il va pas loin. Et c'est l'intelligence dans son sens large. Il y a l'IA étroite, qui est l'IA ou les algorithmes d'IA qui sont spécialisés, qui peuvent faire des tâches très spécifiques. Et normalement, ils les font très bien, sauf que hors de leur contexte de spécialisation, ben, ils le font pas, ou ils font pas bien. Et il y a l'IA générative qui est une type d'IA qu'on en discute beaucoup ces jours-là. Et c'est des modèles qui permettent de se construire, de s'améliorer. Donc, c'est des modèles qui ont des cycles de feedback qui vont retourner des données et des caractéristiques, voilà, qui vont permettre au modèle de évoluer tout seul et s'adapter à l'environnement ou au contexte. Les applications de l'IA, ben, on va pas les lire. Il y en a beaucoup. L'IA s'introduit comme une couche horizontale ces jours-là, comme l'Internet, comme la capacité de faire du compute, du computing. Et c'est comme une couche horizontale que nous sommes en train d'implémenter partout, dans toutes les technologies. Ça infiltre presque toutes les industries et ça ramène des améliorations, ça ramène des avancées parfois très grandes et parfois moins grandes. Ça dépend des cas, ça dépend de l'utilisation, de l'industrie et du bénéfice, bien sûr. Les disciplines, au niveau de l'IA, il y a plusieurs disciplines sous l'IA, des sous-ensembles. Ces sous-ensembles, voilà, on ne va pas détailler tout et pas tout est représenté sur cette image, sauf que les plus intéressants, comme on connaît maintenant les LLM qui sont là, Natural Language Processing, et c'est comme ChatGPT ou les autres produits pareils. Il y a le machine learning qui est un peu plus intéressant dans l'informatique, qui permet de faire de la classification, de la régression ou du clustering, qui peut être euh, développé en supervised, comme quoi on lui donne les données, on lui dit voilà, ça c'est A, ça c'est B, et pour les nouvelles données, il va nous trouver ça ressemble à A ou B le plus. Et unsupervised learning, c'est plutôt des modèles qui vont observer des données et apprendre de ces données. Et il y en a d'autres. Semi-supervised, self-supervised, reinforcement. Reinforcement, ça aide dans des cas de données en live. Donc, ça va apprendre des données en live, ça va s'adapter à des données en live de façon continue. Et c'est un peu plus autonome que les autres modèles. En deep learning, ça peut être très spécialisé en deep learning et il y a toujours du supervised et du unsupervised. Il y a du développement des images qu'on trouve beaucoup ces jours-là aussi, des vidéos aussi. On vient d'entendre ce qui s'est passé avec Sora. Ils viennent d'annoncer leur produit aussi. On l'attend, ça fait un moment. Il y avait la reconnaissance des séquences, c'est quand il y a une suite logique de données qui est datée, par exemple, aujourd'hui, demain, après-demain, bah, le deep learning sequence recognition, ça aide beaucoup dans des cas comme ça. Long-term dependencies, c'est en relation avec les modèles à l'STM qui fonctionnent avec des mémoires. Ils vont mémoriser certaines données et essayer d'apprendre des connexions entre aussi c'est en relation avec les séquences aussi robotique, etc. Il y en a beaucoup de domaines ou sous-domaines de l'IA. Et ça serait intéressant d'explorer. Ça dépend de l'industrie, ça dépend de ce que vous êtes en train de faire voilà, dans votre peut-être emploi, peut-être hobby, peut-être entraînement personnel, etc. Ça dépend. À noter que et c'est très intéressant que le développement de l'IA, c'est
très différent de l'utilisation de l'IA. Parce que la plupart des entreprises, la plupart des utilisateurs, ils sont voilà, utilisateurs du l'IA, utilisateurs des LLM, surtout ChatGPT, etc., les modèles, etc., avec lesquels on essaye de faire tout. Maintenant, ce qui est un peu paresseux, mais pas nécessairement mauvais. Et là, je pense que beaucoup d'entreprises, ils ont besoin de regarder comment développer leur propre modèle et leur propre algorithme euh, d'intelligence artificielle, comment bénéficier des données qu'ils ont. Ça peut être des données voilà, qu'on peut analyser, données clients, données transferts, transactions financières, historiques de transactions, etc. Au niveau du réseau aussi, les données du réseau, les transactions, les paquets, tout ramène des données qui peuvent être utilisées pour bénéficier de l'IA, pas seulement en cybersécurité, bien sûr. Bon, on passe vite vers le contexte spécifique des chasses aux menaces, ce qui est notre domaine ou mon domaine de spécialisation. Les APT, les menaces persistantes avancées, c'est des attaques, c'est des menaces, c'est des groupes financés, très très bien financés, euh, et ils ont les capacités d'acheter des exploits zero day, de s'adapter aux environnements nouveaux. Ils ont des capacités sophistiquées, complexes. Ils peuvent écrire tout leur code, toute leur base chaque un mois, chaque 2 mois, ça dépend. Et bien sûr, ils sont stealthy, ils sont furtifs. Ils ont la capacité de se cacher, de sauter des systèmes vers d'autres. Euh, voilà. Et ils peuvent silencieusement extraire des données confidentielles, activer les téléphones, les microphones, le GPS ou parfois sur les entreprises. Dans les entreprises, ils sont en train de faire des collections, des bases de données, etc. Parfois, c'est des menaces spécialisées avec des cibles très, très spécifiques, des systèmes très spécifiques dans des entreprises très spécifiques. Parfois, c'est général, c'est du mass collection, la collection en masse de données, voilà, pour l'intelligence de certaines nations, etc. Au niveau des APT, on trouve que voilà, il y a plein de dégâts qui peuvent y arriver. Ça commence avec la vol de données, mais aussi vers des pertes financières, réputation, perturbations opérationnelles, si on parle de systèmes industriels, etc. Et nous avons investigué voilà, pas mal de APT, d'incidents APT en Europe dans les 3 dernières années. Et c'est des incidents continus, c'est juste des menaces qui sont avancées et qui vont, voilà, quand ils sont détectés, ils vont se cacher, changer le code et après, voilà, sortir dans une autre entreprise, continuer à cibler euh, d'autres sites ou d'autres entreprises sur leur liste. Au niveau des menaces APT, on voit principalement, alors il y a différents cibles, bien sûr, et la plupart c'est des entités diplomatiques, télécom, finance, parce que voilà, ça aide avec la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est des entités critiques et industrielles. Industrielles, donc on a vu dans les dernières années des menaces contre les entités industrielles et l'infrastructure critique, électricité, eau, etc. Donc, c'est où il y a le plus de dégâts normalement aussi. Bon, qu'est-ce qu'on a fait chez nous début de l'année 2024, début de cette année? Ça a commencé en fait fin de l'année dernière et on a de la télémétrie chez nous qui vient sur la cloud.
Network qui s'appelle KSN. Et il y a les menaces. Et les menaces, pour ceux qui suivent un peu les APT, ils sont parfois notés en groupe et sont représentés par des animaux. Donc les chats ou les kittens, le chaton plutôt, et c'est un des groupes que voilà on suit tout le temps, ça fait longtemps, et qui cible beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entités autour du monde. Et voilà, il y a plusieurs groupes sous les kittens aussi, qui sont très bien connus. Parfois, c'est les Charming Kittens, parfois, c'est les Magic Kittens. Il y en a Remix Kitten, Static Kitten, Imperial Kitten, Fox Kitten, Rocket Kitten. Il y en a plein. C'est des campagnes, c'est des sous-groupes qui sont actifs euh, à n'importe quel moment. Et là, ce qu'on a trouvé, que dans les télémétries, on peut, à l'aide du machine learning, essayer de reconstruire les images des menaces qui dépassent ou surpassent les défenses des entreprises à travers la télémétrie. Donc, c'est quoi la télémétrie? C'est des descriptions d'activités suspicieuses. C'est pas nécessairement suspicieux, mais c'est des descriptions. C'est comme si on trouve des traces par terre, voilà, qui nous indiquent quelque chose s'est passé ici. Et c'est ce type de traces que nous avons utilisé pour munir ce projet et construire un modèle de machine learning qui a commencé à détecter et reconstruire des scènes d'attaque. Bon, ça s'est fait en plusieurs méthodes. La première, c'était le TF-IDF dans le modèle du machine learning qui a été construit. Le TF-IDF, c'est le Term Frequency Inverse Document Frequency. C'est une méthode de pondération qui est souvent utilisée en recherche d'informations et elle permet d'évaluer l'importance d'un terme contenu dans un document. Donc, comme l'exemple mentionné en bas, trouver l'importance d'un livre dans une bibliothèque. Donc, le poids où le résultat du TF-IDF va augmenter proportionnellement au nombre d'occurrences du mot, par exemple, dans un document. Et c'est trop utilisé, ce type de méthode est très bien utilisé par les moteurs de recherche comme Google, etc. Alors, TF-IDF, c'est la première méthode. La deuxième méthode, ça fait partie des modèles, des méthodes de machine learning, c'est le random forest. C'est pas une des plus compliquées, mais elle est certainement une des plus efficaces. Les forêts d'arbres décisionnels, c'est une technique d'apprentissage à base d'arbres de décision. Donc le modèle va créer des arbres et ces arbres, ils vont faire la forêt et ces arbres vont voter pour un fichier, par exemple, est-ce qu'il est malicieux ou non. Ils vont apprendre. Donc, le modèle de machine learning va apprendre à ces forêts la structure des données. Et puis, c'est ces arbres qui vont faire un vote pour décider le résultat ou le score du fichier qui est en train d'être évalué, par exemple. Le Random Forest fait partie des méthodes d'apprentissage ensembliste, c'est-à-dire des méthodes qui utilisent ce qui s'appelle la sagesse des foules. Voilà un petit exemple aussi, un peu simple. Âge, risque voilà, médical ou autre, donc peu de risque, fumeur, oui, non, etc. C'est un petit exemple sur comment ça fonctionne. Donc, on va commencer par extraire les paramètres avec le TF-IDF, décider c'est quels livres dans cette bibliothèque ou dans ces bibliothèques qui sont les plus importants. Donc, ça c'est un. Après, le modèle de Random Forest va entraîner les forêts qui vont faire les votes sur ce qu'on a appelé avec la sagesse des foules. D'accord? Et le modèle va être entraîné
ce qui nous permettra d'évaluer des nouvelles données. Donc là, le modèle, il est entraîné sur des fichiers représentant des menaces et il va essayer de trouver des fichiers pareils. Il va essayer de trouver des fichiers qui représentent des menaces, d'autres menaces. Voilà, et c'est comme ça que nous avons voilà, entraîné le modèle sur deux types de catégories de fichiers, deux classes de fichiers qui ont permis de, voilà, c'est des fichiers séparés entre malicieux et non malicieux. Et cela a permis de reconstruire la réalité à travers les données de télémétrie, à travers les données descriptives d'une certaine menace ou de certaines activités suspicieuses. On a pu commencer à trouver des traces ou des reconstructions un peu d'activités qui ressemblent à des menaces. Il fallait nécessairement accepter qu'il y aura des fausses détections, bien sûr, et cela a aidé à entraîner le modèle de nouveau pour les éviter. Au niveau de la télémétrie, il y avait beaucoup de défis. Le premier défi, c'était que on a des centaines de millions de fichiers de télémétrie par semaine et que la configuration et l'optimisation, en machine learning, ça s'appelle le hyperparameter tuning. Donc, c'était la configuration des paramètres très spécifiques pour que le modèle soit efficace, pour qu'il ne fait pas beaucoup de fausses détections, pour éviter de faire ce qui s'appelle le overfitting ou le underfitting. Donc, le underfitting va faire moins de détection, le overfitting va détecter plus que nécessaire. Voilà. Et bien sûr, comme partout, il y a des limitations de hardware, des limitations de système, les capacités de ces systèmes qui vont euh, dédier en fait la capacité du modèle aussi, parce qu'on ne peut pas dépasser voilà, plusieurs centaines de gigagrammes ou plusieurs dizaines de GPU, etc. Ça doit être raisonnable au niveau du hardware aussi. L'entraînement continu, ce qui est, voilà, parfois c'est simple en machine learning, mais parfois c'est un peu plus compliqué. Parfois on peut faire un entraînement partiel, voilà, ajouter un peu d'éducation pour le modèle existant. Parfois il faut faire un réentraînement complet du modèle. Ça prend des heures et des heures pour réentraîner sur voilà, des centaines de milliers de fichiers pour retrouver un nouveau modèle qui pourra faire une meilleure détection. Alors, au niveau des résultats, nous avons commencé à avoir des résultats en janvier, ce qui, voilà, mais durant l'année, on a pu ajouter pas mal de détections. C'était des menaces qui ont été trouvées partout dans le monde, parfois en France aussi. On peut voir les premiers deux. Sont intéressants. Ils étaient utilisés par une APT qui s'appelle, voilà, c'est du malware qui s'appelle Shadowpad, qui est connu comme étant un malware de référence par plusieurs APT. Euh, et on a trouvé, voilà, ça nous a aidé à faire 25% plus de détection dans les premiers 6 mois de l'année. Et il y avait d'autres menaces aussi, parfois ciblant les utilisateurs, parfois ciblant des entreprises, parfois industrielles, parfois financières, parfois gouvernementales, parfois des activistes aussi, euh, etc., etc. Bon, et le processus a continué. On trouvait des nouvelles détections. Ça nous ramène à faire des nouveaux entraînements pour le modèle du machine learning. On analyse de nouvelles données ou des anciennes données aussi, parce que s'il y a quelque chose voilà, qu'on n'a pas vu, on peut le revoir avec des nouveaux. Si le modèle il est plus avancé, il améliore. Et voilà, on fait des nouvelles découvertes, etc. On détecte, parfois on publie aussi, ça dépend. Euh,
Mais pas que chez nous, parce que chaque organisation possède des données qui décrit des activités chez elle. Donc, ça peut être des flux de données sur le réseau, connexions, transactions, ça peut être des logs des systèmes, comme dans toutes les entreprises. Il y a les journaux d'événements, il y a les comportements suspects, les logs sur les firewalls, et la plupart du temps, il y a, il y a beaucoup d'entreprises qui ne regardent presque plus parce que voilà, c'est trop. Mais c'est jamais trop pour un modèle de machine learning parce que voilà, c'est une machine. Les emails parfois aussi, les applications, les logs des applications et voilà, la chaîne d'approvisionnement. Parfois, on a des connexions VPN avec des partenaires, etc. Et les données ou les descriptions de données qui viennent de ces entités pourraient être utiles pour construire un certain modèle de machine learning avec lequel on peut euh, trouver des changements ou détecter des variations suspicieuses, ok? Et ce qui pourra être voilà utile pour éviter ou avoir une meilleure détection des incidents. Au niveau du futur, bah, nous sommes déjà en train de développer un nouveau modèle chez nous de machine learning avec du deep learning. Et c'est plus complexe, c'est plus délicat à mettre en œuvre. Et, euh, et c'est vrai que l'apprentissage profond peut extraire et apprendre automatiquement à partir de données brutes. Et c'est un domaine prometteur. Nous l'avons déjà dans plusieurs produits, mais maintenant on essaye d'évaluer plusieurs modèles pour la télémétrie aussi. Ça aide encore à améliorer la précision de la détection et découvrir des menaces plus sophistiquées. Il y a l'apprentissage par renforcement qui est aussi un des modèles très promettants et qui peut s'adapter et s'améliorer en permanence avec des environnements de voilà, cybersécurité dynamique. Et c'était le cas il y a un nouveau modèle de NVIDIA qui est développé avec. Alors, c'était pas que ça, mais c'était développé avec du reinforcement learning, de l'apprentissage par renforcement. C'était le Nemotron, le NVIDIA Nemotron. Et en outre, l'apprentissage fédéré offre aussi une opportunité significative de détection, mais en collaboration. Parce que alors c'est de la collaboration tout en préservant la confidentialité des données, ce qui est très intéressant parce que c'est un modèle qui peut faire voilà, des communications avec d'autres modèles. On peut imaginer cela comme étant voilà, une entité gouvernementale centrale ou financière centrale et après des entités de machine learning qui sont distribuées dans les banques ou dans les entités gouvernementales avec lesquelles voilà, c'est des modèles qui vont apprendre des activités suspicieuses et partager l'apprentissage avec les autres modèles sans impacter la confidentialité des données euh, ou des utilisateurs. Voilà, voilà. Après, c'est vrai que c'est très intéressant d'embarquer sur des projets de machine learning ces jours-là. C'est très promettant, c'est très attractif et ça aide beaucoup à faire des grandes créations voilà, dans les entreprises pour les différents services, euh, etc. Si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à regarder le blog post aussi qui a été publié, ça fait voilà, un mois. Et c'était spécifiquement sur ce modèle que je viens de décrire. Et je mentionne, il y a mention de plus de euh, détails avec les contraintes que nous avons voilà, vues, etc. Alors, 30 minutes exactes. Avec cela, je vous remercie pour participer dans cette session et je suis
nous avons un peu de temps pour regarder les questions et répondre. Alors, pour mon contact, alors, il y a une question pour le contact, c'est amin.asbini@kaspersky.com. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn aussi si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, c'est ça pour le contact. Pour la présentation, euh, alors, avant de parler de la présentation, je vous encourage vraiment à regarder comment est-ce que vous pouvez utiliser le machine learning dans votre vie, dans votre entreprise. Essayez de proposer des modèles ou des solutions qui pourraient aider. C'est le bon moment pour faire cela. Il y a un grand manque de maturité dans le marché et cela permet voilà, à faire des grands pas avec, sans avoir le besoin d'avoir des grandes ressources. C'est ce qui est très, très intéressant. N'hésitez pas à rester en contact avec nous. Si vous avez besoin de la présentation, il y a une question sur cela. Ça serait bien sûr, on pourra bah, envoyer la présentation aussi. Hop, regarde les questions aussi. Pour se former sur le machine learning, il y a pas mal de ressources en ligne, il y a pas mal d'indications. Deeplearning.ai, c'est une des ressources. Il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que tous les grands vendeurs, ils veulent que vous attirez chez eux. Ils veulent vous attirer vers leur technologie, vers leur méthode, etc. Euh, je parle voilà, des grands fournisseurs ou développeurs de projets IA. Euh, il y a une bonne question par rapport au federated learning, l'apprentissage fédéré. L'apprentissage fédéré, c'est voilà, je répète, c'est des modèles qui peuvent s'adapter dans des environnements où on a besoin de partage de données. Donc, c'est des détections de façon collaborative des menaces entre des organisations. Donc, il y aura des modèles qui sont distribués dans plusieurs. Voilà, j'ai pris l'exemple des banques, par exemple, dans plusieurs banques. Et voilà, ces modèles vont communiquer ensemble sans partage de données privées, etc., ou confidentielles, mais ils vont partager l'apprentissage sur comment, par exemple, en cybersécurité, comment détecter un certain un malware ou une certaine activité malicieuse. Et ce qui est intéressant, c'est que quand le modèle va apprendre, euh, euh, va avoir un incident dans une des banques, ben, il va partager l'apprentissage de la détection avec les autres banques automatiquement. C'est ce qui est vraiment intéressant. Et ça aide à faciliter, bien sûr, la détection et à trouver voilà, une cybersécurité, une défense contre les menaces plus robuste et voilà, généralisable, sans vraiment avoir le besoin de l'humain dans toutes les étapes de la défense. Est-ce qu'il y aura d'autres sessions concernant l'utilisation dans le domaine hydrogéologique? Je suis pas sûr à voir. Nous sommes plutôt orientés cybersécurité. Peut-être il y aura d'autres sessions aussi sur les modèles en cybersécurité. Parce que dans la défense, voilà, l'évolution des modèles permet de développer des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes. Et ça serait peut-être intéressant de regarder, par exemple, peut-être l'année prochaine, euh, les modèles de deep learning. L'arbre des forêts décisionnelles.
comment ça fonctionne? Bonne question. Bonne question. Alors, on regarde ça. Les forêts d'arbres décisionnels ou random forest en anglais. Et c'est des techniques, voilà, c'est un modèle de machine learning qui va entraîner des forêts. C'est des forêts avec des arbres. Par exemple, c'est comme l'exemple ici, c'est pour la détection de risques médical, plus petit que 30, l'âge plus grand que 30, fumeur ou non fumeur, ça permet de trouver le risque, par exemple. Alors, multiplier ça par 3 millions, ce type de méthode, bah, on a un modèle de random forest distribué avec lequel on peut voilà, avoir plusieurs forêts, on peut voir alors plusieurs arbres, et chaque arbre, quand il y a un nouveau fichier, par exemple, il va voter. Est-ce que c'est suspicieux ou non? Et après, il y a ce qui s'appelle le majority voting ou voilà, la sagesse des foules qui va permettre de trouver par exemple, dans la détection, en cybersécurité, le but c'est de trouver est-ce qu'un fichier est malicieux, est-ce qu'une activité sur le réseau elle est malicieuse ou non, elle est suspicieuse ou non. Voilà, et le modèle va donner un score, une note entre 0 et 1. Donc, si c'est plus proche de 0, c'est plutôt bénin, c'est plutôt pas intéressant. Si c'est plus proche de 1, alors ça pourrait être malicieux, etc. Ça, c'est pour la méthode du random forest. Euh, Bonjour, je suis étudiant en dernière de licence en cybersécurité. Je suis intéressé beaucoup. Croyez-vous que ça fera un bon sujet de mémoire? Ça fera un excellent sujet de mémoire. Ça dépend de chaque personne aussi parce que c'est pas pour peut-être le machine learning c'est pas pour tout le monde, ou l'intelligence artificielle c'est pas pour tout le monde. Ça doit être intéressant aussi. Euh, ce qu'on a vu durant les dernières 10-15 années, c'est que le domaine de la cybersécurité, il a explosé. Et maintenant, c'est divisé en beaucoup de grands domaines, donc beaucoup de spécialités. Et cela a permis voilà, d'avoir beaucoup de spécialisation dans la cybersécurité. Maintenant, nous sommes en train de voir une certaine, voilà, un certain mix, un mélange, une fusion entre les domaines aussi, parce que l'interaction entre le domaine de la cybersécurité avec d'autres domaines, c'est très intéressant aussi. Ça a commencé entre la sécurité et l'informatique, d'où on a la cybersécurité. Dans les dernières années, c'était la cybersécurité avec le OT, l'industriel, l'infrastructure critique, les systèmes industriels, l'operational technology, OT au lieu de IT. Et là maintenant, c'est l'interaction de la cybersécurité avec le domaine du machine learning aussi, de l'apprentissage automatique. C'est nécessairement un des sujets qui sont très bien discutés ces jours-là et qui ramènent beaucoup d'investissements aussi. Euh, pas- je connais presque toutes les entreprises qui commencent à mettre des budgets à côté pour l'apprentissage automatique, etc. Ok, je pense que c'est tout les questions. Si j'ai bien compris, le modèle travaille uniquement à la détection de fichiers suspects, mais pas de vulnérabilité dans des codes sources. Alors, ce qu'on peut faire, c'est entraîner. Alors, oui, dans notre cas, dans mon modèle, j'ai configuré mon modèle pour faire la détection de fichiers de télémétrie suspicieux. Mais dans d'autres modèles, on peut apprendre voilà, au modèle de faire la détection de vulnérabilité, de chercher certaines traces ou certains indicateurs de vulnérabilité dans des codes sources. C'est faisable, c'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable.
Si, en fait, si c'est programmable, et il y a déjà des programmes de détection de vulnérabilité, donc le machine learning peut nécessairement le faire. Est-ce qu'il le fera tant mieux que une personne, un expert? Peut-être que non, pas immédiatement, mais ça pourra aider beaucoup à la détection de vulnérabilité. Je sais pas, mais je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui font ça, qui proposent ce type de méthode déjà dans le marché. Comment se protéger contre une attaque ciblée et comment les détecter? Alors, les attaques ciblées, c'est les attaques les plus sophistiquées, les plus avancées. Les entreprises, ou pardon, les entités qui développent ce type de menaces, ils sont très bien financés, ils ont des capacités énormes et ils peuvent simplement acheter les exploits, acheter l'accès aux vulnérabilités qui permettent à accéder. Ce qu'on peut faire surtout, c'est au niveau de l'observation, donc détection de anomalies ou essayer de voilà, faire le lien entre la visibilité et l'action. C'est ce que le machine learning permet de faire un peu automatiquement aussi parce qu'on ne peut pas avoir des gens en train de regarder le trafic voilà, physiquement, avec les données physiquement tout le temps. C'est pas possible. Donc le machine learning vient ici pour nous aider à faire, à détecter les anomalies, à faire, voilà, à souligner les changements, les grands changements au niveau du réseau, au niveau des données, surtout les données importantes dans une entreprise. On sait très bien ils sont où, sur quel serveur, sur quel disque, etc. Donc là, des changements radicaux de trafic, d'activité, etc. Ça permet de faire des détections un peu d'activités peut-être suspicieuses. Euh, pour se défendre contre des attaques ciblées, il faut avoir voilà, plusieurs couches de protection normalement. Je vous invite à regarder cela en ligne. Il y a pas mal de ressources. Ça fait beaucoup d'années que nous sommes en train de traquer les groupes APT. Là, au moment, on suit plus que 900 entités globales de menaces. Et c'est des entités voilà, qui développent de façon continue. Parfois, c'est des nations, parfois, c'est des entités commerciales qui vendent comme des mercenaires qui vendent leurs services. Parfois, c'est des entités criminelles, des groupes style cartel, etc. Et voilà, parfois, c'est juste des groupes de criminels qui travaillent sur le marché noir, etc., pour vendre leurs services. Très bien. Quels sont les outils nécessaires ou les méthodologies euh, qui doivent être utilisées pour assurer l'intégrité, disponibilité et confidentialité de l'IA dans les étapes post-apprentissage? C'est une question très intéressante. Si on veut introduire un modèle qui est très précis, qui est très correct, il faut toujours récupérer et sauvegarder les données d'entraînement. Parce que les données d'entraînement, c'est des données qui vont... c'est comme si... en fait, un modèle de machine learning, c'est comme si on a un petit chat. On crée un petit chat, voilà. On n'est pas des créateurs, mais voilà. On crée un petit chat, mais il va grandir. Et il va apprendre. Il va apprendre de son environnement, de ce qui se passe, des expériences, voilà, des chats autour de lui, ou voilà, etc. Et là, si on veut expliquer vraiment comment il va se comporter dans un an, il faut avoir toutes les données sauvegardées de l'entraînement. Ce qui est quasiment impossible pour les grands modèles comme ChatGPT, comme Gemini, etc. Et c'est pourquoi c'est des services qui garantissent pas 100% des résultats, mais aussi, parfois, ils savent pas pourquoi un modèle répond d'une certaine façon ou se comporte d'une certaine façon.
Et c'est pourquoi ils ont besoin, voilà, d'adopter, de faire des entraînements continus. Sauf que pour sauvegarder les données qui étaient utilisées pour développer le modèle, c'est des données tellement immenses que c'est presque impossible. Voilà. Pour ça, pour le post-apprentissage. Si on opte pour un modèle d'apprentissage par renforcement et qu'il est déjà utilisé en entreprise, comment gérez-vous les faux positifs avant que le modèle ne s'adapte? Ah bah, là, c'est un effort manuel. Et parfois, on peut voilà, voir un peu de la gestion automatique, faire des filtres automatiques un peu, mais c'est manuel. C'est du travail manuel pour voilà à la main pour évaluer les détections, pour entraîner le modèle. C'est comme si on est en train, c'est comme si on a un chien, voilà, et on essaye de lui apprendre à assis ou debout ou couché, etc. Et s'il fait une faute, on lui corrige, etc. Une autre question du côté éducatif. Avec une maîtrise en gestion et un master double compétence en informatique et de gestion, peut-on s'inscrire en PhD en intelligence artificielle? Sinon, par quelle formation passer pour se préparer? Honnêtement, je suis pas du tout sûr comment passer par un chemin vers une PhD en intelligence artificielle. Pour moi, j'étais un peu plus spécialisé. J'ai fait mon master en cybersécurité. Après, j'ai fait mon PhD en la sécurité informatique des cités intelligentes. Sauf que je ne suis pas sûr. Comment Kaspersky se prépare-t-il à gérer les menaces des futurs, comme celles ciblant l'infrastructure des systèmes basés sur l'IA? Ben, nous sommes, alors, nous avons adopté les modèles de machine learning, ça fait longtemps maintenant, et nous sommes en train de développer de façon continue des nouveaux modèles. Euh, on entend bien que bah, c'est bien discuté en public que pour contourner un IA, il faut un IA. Et c'est un IA qui va permettre voilà, de détecter ou de bloquer un autre IA. Ça dépendra de la sophistication, des capacités de l'agent contre l'agent. Ça sera voilà, une guerre entre des agents informatiques. C'est très intéressant et c'est quelque chose que nous sommes en train de voilà, regarder très attentivement, etc. Exemple concret de réussite dans le domaine de la cybersécurité grâce à l'IA. Bah, dans mon projet que j'ai présenté aujourd'hui, ça m'a permis de détecter plus de voilà, 3000 séries d'attaques cette année. Donc, c'est des séries de menaces. C'est des menaces qui ciblaient plusieurs utilisateurs, plusieurs entreprises, chacune. Et plus de 3000, c'est jusqu'à voilà, décembre. Et c'était des menaces, la plupart du temps, c'était des menaces avancées. Et il y a quelques fois où c'était des activités criminelles avancées, etc. Même parfois du crypto mining avancé. Donc des crypto mining, mais beaucoup plus organisé. Par des entités voilà, des gangsters, des gangs, des groupes. Et c'est une explication. Après, on peut regarder en ligne. Si on ouvre ChatGPT et on lui demande des questions de cybersécurité, il va nous répondre. Si on demande comment faire ça, comment faire ça, comment faire ça, il va nous répondre. C'est déjà une réussite euh, aussi. Et voilà, il y a beaucoup de modèles maintenant, surtout chez les vendeurs de cybersécurité, qui vont essayer de faire des meilleures détections, des meilleures voilà, investigations. Et on commence à regarder aussi comment contourner automatiquement une menace, comment bloquer une menace automatiquement dans des systèmes infectés. Voilà, parce qu'il faut isoler ces systèmes et après essayer de remédier l'attaque ou l'arrêter.
Bonjour, j'ai pas bien compris l'utilisation de TF-IDF plus Random Forest. Vous avez mis en place un modèle qui combine ces deux. Oui, exactement, exactement. C'est les deux. C'est un modèle qui combine les deux. Ça commence avec le TF-IDF pour, voilà, je fais des comparaisons pour sélectionner les livres les plus importants dans les fichiers. Donc, en vérité, c'est des paramètres ou c'est des paramètres en fait qui sont les plus intéressants à évaluer, qui indiquent le plus des activités malicieuses. Et après, le Random Forest va étudier des milliers de fichiers pour entraîner ces arbres de forêt décisionnels qui vont après décider ou voter sur les résultats des modèles. Hmm. Autre question. Le métier du bug bounty disparaîtra-t-il quand l'IA sera atteint son apogée? Euh, je dirais non. Il y aura toujours un certain niveau de bug bounty ou d'autres rôles aussi. Parce que là, on peut dire la même chose du red teaming, pen testing. On peut dire la même chose du blue teaming, la défense, etc. Est-ce que l'IA va remplacer tout? Ben, non. De un, il va nécessairement aider, il va accélérer, il va nous aider à améliorer voilà, nos capacités, mais aussi il faut adopter ces méthodes. En fait, le machine learning ou l'intelligence artificielle, c'est comme, voilà, on a une troisième main maintenant. Et on peut l'utiliser ou non. Si on l'utilise, ben, on va bénéficier. Si on ne l'utilise pas, ben, on ne bénéficie pas. Quels sont les défis que relève votre projet du KSN associé au ML, au machine learning? Ben, nécessairement les défis de hyperparameter tuning, donc le paramétrage des modèles pour trouver la meilleure efficacité par rapport aux limites du hardware. Parce que n'importe quelle infrastructure, elle a des limites, même les plus grandes. Et voilà, on a des limites au niveau GPU, au niveau RAM, au niveau CPU. Et on va se trouver avec voilà, on peut facilement se trouver avec des modèles qui demandent trop de ressources, ce qui n'est pas possible. Donc, c'est surtout ce type de défi qui est à regarder. Si on voudrait combiner l'intelligence artificielle et la cybersécurité, sur quel type de projet travailler pour avoir les bases dans cette combinaison? Aussi dans le marché, les entreprises sont souvent intéressées par quoi? Juste vu votre expérience, vous êtes bien intéressé. Alors, au niveau du marché, les entreprises, ils sont intéressées par une meilleure performance. On va dire numéro un, meilleure performance. Avant de parler de la cybersécurité, tout le monde veut être mieux, il faut devenir mieux pour améliorer. Et pour améliorer, il faut se défendre, il faut protéger, il faut détecter plus vite et plus facilement, il faut contourner plus vite et plus facilement, il faut remédier plus vite et plus facilement, faire l'incident response, il faut faire la détection, il faut faire le partage des données de l'incident. Maintenant, euh, c'est des lois euh, de partager les informations quand il y a un incident impactant les données personnelles, etc. Bah, c'est toujours la performance. Est-ce que comme dans le sort de Splunk, les playbooks, cette combinaison va dans le même sens? Et si on voudrait réaliser un tel système, comment procéder? En fait, le machine learning, c'est comme voilà, une intelligence qui va observer le sort, observer le comportement de l'infrastructure et analyser les incidents, analyser les événements et souligner automatiquement sans vraiment suivre les filtres ou les règles très spécifiques sur le sort, mais c'est plutôt un peu plus autonome, un peu plus dynamique, peut-être aussi un peu plus actif, comme quoi le modèle peut aller vérifier si ce système est vraiment infecté, aller faire plus d'analyse sur un certain système et décider comment isoler ou remédier à une menace.
Quel mode de machine learning ou d'emploi learning serait plus recommandé pour la cybersécurité? Je penserais plus aux decision trees. Alors, les decision trees, c'est intéressant. Ils ont des limites aussi. Des limites. Alors, ils sont efficaces, ils sont intéressants, mais ils peuvent pas être. Alors, c'est pas facile de faire un entraînement continu. Donc, pour changer le modèle, il faut faire un réentraînement complet du modèle, ce qui n'est pas le cas d'autres modèles. Donc, en deep learning, par exemple, les modèles RNN et les modèles LSTM, le Long Short Term Memory, eh ben, c'est des modèles qui vont pouvoir faire des entraînements continus, des entraînements en incrément. Voilà, incremental training. Et ça pourrait être intéressant, sauf que voilà, les défis, c'est différent, les demandes ou les besoins de hardware sont différents aussi. Ok, bon, je pense que nous avons dépassé un peu notre temps alloqué et je vous recommande, si vous avez besoin de plus d'informations, de nous contacter. Euh, je pense qu'il y aura l'enregistrement aussi de cette session qui pourra aider à revoir les détails. Et bah, merci beaucoup de votre participation et j'espère à la prochaine. Au revoir.